C'est lundi et comme tous les lundis, on reprend les Come in Mag Live. Salut Victoria. Oui. Salut Thierry. Alors, vous avez vu, il y a une petite spécialité, vous êtes fait avoir, vous êtes allé sur un live qui était indiqué le 298 et puis c'était pas du tout le titre ni le thème de cet épisode. C'est chose corrigée puisqu'effectivement, c'est un peu le stress, hein. On est à un épisode des 300 Come in Mag Live. Quelle aventure. Un truc de malade. Quelle aventure. Donc voilà, on est tout excusé par rapport à ce petit bug. Mais on commence alors pour cette semaine riche en couleurs et en rencontres. On va parler télévision, on va parler séries télé, on va parler production suisse. Je me réjouis de découvrir tout ça dans ce numéro 299. Retenez bien le numéro 299. Quelle folie. Un truc de fou. Et oui, bientôt 300 lives, Victoria, bientôt 2 ans de live. Oui, facile. Ça a commencé avec la pandémie, oui, donc ça fait 2 ans. On est total traçable, nous. Voilà, 2 ans pendant lesquels vous avez peut-être occupé votre temps à regarder des séries. On va peut-être vous donner un autre éclairage, Victoria, aujourd'hui. Exactement. Alors, le mariage entre la société de production romande Point Prod et l'alémanique 4Pix a été consacré vendredi dernier aux journées de Soleure. Une belle occasion pour rencontrer les réalisateurs et les producteurs du monde de la série helvétique. Il y avait du beau monde, c'était très intéressant. Pour en savoir plus, nous avons invité aujourd'hui Vincent Gonnet, le CEO du groupe Point Prod Actua. Bonjour Vincent. Bienvenue à bord. Bonjour à vous deux, merci. Allez, sans plus attendre, on va faire connaissance avec notre invité. Le groupe Point Prod Actua, un groupe audiovisuel, mais pas seulement, également digital. Mais oui. Alors, Vincent, explique-nous, parce que vous avez plein de marques à l'intérieur de Point Prod, enfin de marques ou d'entreprises. On en a reçu pas mal. Oui. A2P, on a reçu aussi Idéative, on avait reçu Narrative. Donc on t'avait jamais eu, donc on est très très content de t'avoir parce que je sais que c'est pas un exercice, t'es pas toujours sur le devant de la scène, mais pourtant tu fais un sacré job. Alors écoute, explique-nous un peu ce groupe alors. Oui, disons, on a essayé de suivre l'évolution du monde audiovisuel. On est parti vraiment avec la conviction que pour pouvoir répondre à tous les besoins de l'audiovisuel, il faut être spécialisé et il faut avoir le langage de nos différents médias. C'est pas que du son et d'image, ça va plus loin. Donc c'est pour ça qu'on a spécialisé des sociétés à l'intérieur du groupe en fonction de nos projets et de nos clients. Donc, par exemple, Point Prod, c'est la production de contenu. Exact. On part des idées, on part des concepts, et puis on va les réaliser, on va les financer. C'est un travail de production. On est présent sur le marché européen. On s'est associé en 2008 avec Actua. Exact. Actua, c'est une société de prestation. C'est une vieille maison qui a été fondée en 1952. Et qui est pionnière dans la couverture du news et du sport. Les grands événements dans le monde ont été couverts par Actua. On avait bien sûr participé comme spectateur à tout ça, puis plus on avançait avec Point Prod, plus on était souvent ensemble avec Actua pour produire, et ils nous fournissaient des moyens humains, des moyens techniques, et ça nous a rapprochés. Et en 2008, on s'est mariés. Et puis par la suite, on s'est rapprochés de deux sociétés digitales, deux agences digitales, Cobweb et Graphmiville, qui ont fusionné et qui se sont rapprochés de nous pour créer Idéative. Donc ensemble, on est un groupe audiovisuel et digital, on est présent à Genève, on est aussi présent à Paris, et puis maintenant, depuis peu, on est à Zurich. Cette extension sur ces autres domaines, là on parle du digital, c'était pour le groupe une suite logique, ou bien c'était une volonté d'en être aussi, enfin comment ça s'est fait? Parce que je me rappelle les débuts d'Actua, comme tu l'as dit, c'était un grand nom de la couverture médiatique, Point Prod de la prod vidéo, venir avec tous ces autres éléments. Oui, mais c'était dans le broadcast, tandis que là, petit à petit, vous sortez justement, du broadcast. Comment ça marche pour que ça puisse, la sauce elle puisse prendre comme ça? Alors parce que le marché nous a naturellement entraîné vers un monde digital. La multiplication des écrans avait nécessairement pour nous des enjeux importants
alors à la fois de contenu, mais aussi d'outils, de disponibilité des contenus sur les différentes plateformes. Mais pourquoi Idéative, pour répondre à la question de Thierry, on a essayé à Point Prod de faire ce développement naturel vers le digital nous-mêmes. En gros, on essaie déjà de pouvoir avoir du personnel à l'interne qui maîtrise l'environnement digital, pouvoir faire des sites web pour nos propres besoins, pour nos films, etc., pouvoir faire de la programmation simple, mais déjà d'arriver à rentrer dans un dialogue entre nos contenus et l'audience en utilisant les ouvertures, les possibilités que le monde digital nous offrait. Donc on a essayé de le faire, on pensait que c'était facile, et pas du tout. On s'est vraiment planté. C'est un métier, monsieur, c'est un métier. Ouais, oui. Et pour l'anecdote, une fois, on a, je crois que vous en aviez parlé déjà, mais on avait essayé de mettre en place un système interactif pour pouvoir offrir à nos clients la possibilité de construire leur propre scénario. Et on voulait le faire en ligne. Oui. Et on avait développé un peu d'intelligence autour de ça. Mais un jour, quand on a voulu faire la restitution de ce développement, qui nous avait quand même pris un certain nombre de mois, on a dit maintenant, il faut que ça cesse, il faut qu'on rentre dans un travail concret. Donc on a réuni tout le groupe qui travaillait sur ce projet. On l'avait appelé Smurbrod. Et on s'est rendu compte que les types ne travaillaient pas du tout ensemble. Chacun avait son langage de programmation. Ah non, mais les silos, c'est ce qui nous tue tous. Ouais. Et là, on s'est dit, OK, nous, on n'est pas capable de piloter ce type de projet. Donc, on a cherché ensuite des interlocuteurs de talent. Et on en avait deux qui étaient des gens qu'on admirait beaucoup. Fabrice Léger, qui avait monté son agence Cobweb. Et puis Christophe Miville, qui avait monté... son agence graphique. On les connaît bien au meilleur du web. Voilà. On les salue d'ailleurs. Hein. Ouais. Voilà. Donc en parlant de cette problématique avec Fabrice Léger, David Driss et moi, on était un peu perdus dans tout ça. En parlant avec Fabrice, il a dit c'est vrai, vous avez besoin de ça. Et nous aussi, on a des demandes audiovisuelles. Audiovisuelles et plus largement de mise en page, de storytelling, de création. Et c'est comme ça qu'on a rapproché Idéative, déjà Cobweb, Graph-Miville, et ensuite Idéative. Donc finalement, c'est une succession d'échecs qui nous a amené à faire ça. Voilà. Écoute, on apprend tous en faisant. J'allais dire, ils ont appris. Mais oui, mais tout le monde apprend. Vous avez aussi intégré Guillaume Houlier qui venait de Détail, donc voilà, on voit les spécialistes. Peut-être il faut aussi rappeler aussi que le groupe Point Prod à Genève, c'est un bâtiment, c'est un cube. Qui s'appelle d'ailleurs le Cube, à l'intérieur duquel il y a aussi L'Aimant Bleu, la chaîne de télévision régionale du canton de Genève. Donc c'est aussi... est-ce que pour vous, c'était aussi un apport d'expérience? Parce que là, c'est une autre écriture qui est plus journalistique, mais qui demande aussi des moyens de production très rapides. Oui, L'Aimant Bleu était dans un centre commercial, un peu à l'étroit, et puis nous, on avait ce bâtiment à la Praille qui demandait qu'à être... terminé, parce qu'en fait on avait fait les 2 premiers niveaux et puis il avait une possibilité d'en faire 5 et on s'est retrouvé pris dans ce projet du PAV à Genève qui est le projet de faire un nouveau centre urbain dans cette zone industrielle où on est implanté. Donc on a obtenu avec beaucoup de difficultés la possibilité de faire une extension et donc on a rajouté un étage et bien nous en a pris. On avait fait un étage de plus pour la partie digitale et on a rajouté un étage de plus pour L'Aimant Bleu qui cherchait aussi à s'étendre. Partant du principe que c'était intéressant pour eux lorsqu'ils avaient besoin d'avoir des services complémentaires, de pouvoir se confier et s'appuyer sur nos compétences. Et inversement, ça pouvait être aussi intéressant pour nos métiers de pouvoir utiliser l'école L'Aimant Bleu parce qu'ils ont une vraie écriture. Donc ce partage, on l'a finalement mis en place également en 2018. On s'est tous installés là. Excellent. Donc, voilà. Et on a fait beaucoup de choses depuis qui sont, je crois, au bénéfice de tant L'Aimant Bleu que l'autre groupe. Et on a du plaisir à se voir et à partager leurs ambitions. Ils en ont beaucoup. Ils sont très talentueux. Ouais, c'est vrai. On va continuer à faire connaissance justement avec le groupe.
Et je vous rappelle que, puisqu'on est en live, vous êtes déjà nombreuses et nombreux dans la chatroom, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Twitch, vous avez le droit de venir interagir, poser des questions, et pourquoi pas des questions à notre invité. Les prochaines questions qu'on va avoir avec lui, .prod plus 4pix, une première dans le monde audiovisuel suisse, Victoria. Oui, parce que là, la nouvelle brique que tu rajoutes à ton cube, c'est la série, je dirais, au niveau national. Donc, peut-être... Je pense qu'il y a très peu de gens qui connaissent 4pix. Moi, le premier, j'ai découvert aujourd'hui. Donc, explique-nous qui sont ces gens. Oui, alors ça raconte bien qu'entre la Suisse romande et la Suisse allemande, on se connaît pas très bien. Oui. Je dirais même moi-même, je les connaissais pas très bien. Enfin, voilà, c'est vraiment Jean-Marc Frollet qui dirige la fiction à .prod, qui les connaissait bien, qui connaissait l'histoire de 4pix, parce qu'il faut savoir que 4pix c'est une société de production qui a été fondée à Zurich en 84 par monsieur Alfie Siniger. Et il a nursé des vrais talents, au point qu'il a eu du succès à plusieurs titres. D'abord, il a fait les plus gros succès du cinéma suisse. Il a produit Late Bloomers de Bettina Oberli. Il a fait 600 000 entrées. Et puis 150 000 entrées avec Many Matters, Why Are You So Sad? De Friedrich Kapler. Et puis, c'est la seule société de production qui a obtenu un Oscar en Suisse, en 91, avec un film qui s'appelle Johnny of Hope, de Xavier Koller, qui a eu l'Oscar du meilleur film en langue étrangère. Donc, pour les Suisses allemands, tout ça, ça parle. Pour nous, on est impressionnés. On savait pas trop. Oui, voilà. ouais. Et puis, voilà, il y a eu une envie pour le fondateur, Alfie Siniger, de passer la main. Il a transmis le relais à Sarah Born, qui est une berlinoise. Et puis, on avait aussi des contacts très, très fournis avec une autre boîte de production qui s'appelle Cognito Film, fondée par Rashko Jasbeck et puis son acolyte Dario Shor. Et ils ont également rejoint 4pix. Ils ont aussi fusionné, un peu comme on l'avait fait dans le monde digital entre Cobweb et Graphmiville. Là, ils ont rejoint 4pix. Mais comme 4pix était une marque, on a gardé ce nom 4pix. Voilà. Alors, vous allez fonctionner comment alors? Parce que je comprends bien que eux restent sur Zurich, vous restez en Suisse romande. Donc, vous allez créer des projets en commun où chacun va continuer, disons, va utiliser la synergie de l'autre, mais pour rester sur son marché. Alors, on a toujours eu cette politique dans le groupe, c'est que chacun, cultive son jardin. Donc, il n'est pas question qu'on arrête ou qu'on se reporte sur un développement ailleurs. Chacun cultive son jardin, puis on essaie de développer des nouvelles productions en commun. On met pas d'agenda parce que la création souffrerait de ce genre de stratégie. Il faut que les choses se mûrissent, il faut qu'elles se développent par elles-mêmes. 4pix a déjà un beau portefeuille de films et beaucoup de projets en développement. Donc, il faut qu'ils les portent. Et puis, par ailleurs, .prod aussi. Et puis, on va commencer à lancer des projets ensemble, assez naturellement. Et on fait ce pari, je dirais c'était plus facile pour nous d'aller à Paris que d'aller à Zurich. Tiens donc, voilà. C'est étonnant ça. C'est l'histoire de la Suisse, hein? Peut-être une histoire de langue. À part ça, juste en parenthèse. Non, parce que Jean-Marc Frollet parle parfaitement. Il a dit qu'il est zurichois, donc c'est pas une question de langue, c'est une question de quoi? De culture. Ouais, justement, parce que bien après, il faudra aussi que ça marche, qu'ils puissent travailler entre eux, parce qu'il y a un besoin de communiquer quand même. Oui. Et puis ça, il y a quand même, il faut dire, comme dans toutes les aventures professionnelles, il y a une rencontre humaine. Et cette rencontre, elle a eu lieu entre Jean-Marc Frollet et Sarah Born et puis aussi Dario et Rashko. Donc ils partageaient une vision commune. Donc ça c'est le premier point. Et puis ensuite les séries ont fait beaucoup aussi évoluer les choses. Le monde des séries a été exigeant en termes de narration, en termes de ressort. On est devenu un peu des techniciens. On s'est raconté des histoires, on s'est mélangé, confondre. On s'est créé des suspens, on a appris tout ça, tous les ressorts narratifs, on les utilise souvent un peu trop même, et du coup c'est un peu commun à notre humanité. Alors on a dépassé des questions culturelles pour arriver à des questions vraiment de fonctionnement cognitif, et puis aussi les séries nous ont amené
sur des plateformes internationales et la qualité des doublages fait qu'aujourd'hui on peut voir des séries qui ont été fabriquées ailleurs sans avoir le sentiment de regarder en plat réchauffé. Ouais, bah justement, on va parler de la série maintenant. Exactement, j'allais vous le dire. Les séries, quelle coproduction pour quelle plateforme? Il n'y a pas que Netflix dans la vie, mais on parlait justement là en Suisse. Voilà, il y a pas mal d'acteurs et pas mal de plateformes. Et puis, je vous invite à faire l'exercice, que ce soit sur Play Suisse, que ce soit sur Netflix, que ce soit sur Amazon, que ce soit sur toutes les plateformes. Écoutez-les en VO. C'est tellement bon, c'est tellement bon. Et puis, vous mettez les sous-titres. Mais j'aime bien l'idée que finalement, si je comprends ce que tu dis de manière très, très, très en décodage, finalement, le cinéma nous a peut-être, en Suisse, nous a peut-être séparés, mais la série va peut-être nous réunir. Et ça, je trouve que c'est... Parce que quand tu regardes les films alémaniques, des fois, c'est un peu abscon, on va dire. J'en ai vu certains, c'était gratiné. Mais la série, on voit les grands succès de Wilder aujourd'hui qui passent tout à fait la barrière de Rushdie. Est-ce que, alors, c'est une grande chance pour la Suisse d'avoir le monde de la série? Et donc là, vous êtes maintenant, vous profilez là-dessus. Oui. Alors, ça fait un certain nombre d'années qu'on s'est profilé sur la série. Oui, parce que vous avez fait Quartier des banques et tout, qui ont eu des grands succès aussi en Suisse alémanique. Hein. Oui, et ça a été une volonté des diffuseurs de passer à la série, qui était un format finalement plus adapté à une audience qu'il faut captiver, faire revenir, fidéliser, etc. Plutôt que de faire un coup unique, ce qu'on faisait avant avec des films, avec des téléfilms, on est rentré dans le monde des séries. C'est vrai, ça s'appelait téléfilm avant. Exactement. Ouais, c'est vrai. Souvenez-vous. Ouais, c'est dingue, ouais. On en a fait des pas mal, mais c'est vrai que c'était toujours beaucoup de travail pour une diffusion. Et là, la série, évidemment, elle est intéressante aussi parce que on a un retour et donc on peut corriger, on peut améliorer, on comprend mieux notre audience et du coup on peut faire évoluer nos histoires en fonction de ce qu'on ressent. Et donc finalement, il y a c'est un apprentissage sur plusieurs plans, la série. Et puis effectivement, ces séries nationales, Wilder, etc., qui sont très très bien écrites, mais aussi très bien jouées, qui ont créé, qui ont mis nos paysages suisses au cœur de leur dramaturgie. C'est remarquable, c'est très 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 bien fait. Ça nous ouvre des pistes. Et puis, pardon. Justement, là on parle de séries suisses. Je reviens sur la question, quelle coprod pour quelle plateforme? Parce que là on évoquait par exemple nos amis de Play Suisse. Hein. On le rappelle, c'est une plateforme gratuite sur laquelle vous allez pouvoir découvrir de la prod suisse-allemande comme suisse romande ou tessinoise. Est-ce que là, tu as déjà des velléités pour dire, tiens, ce type de contenu, ce type de série pour aller sur tel type de plateforme? Est-ce qu'on peut se dire qu'il y a parmi ton catalogue des choses qui n'auraient rien à rougir pour aller sur du Netflix, par exemple, pour en citer un que tout le monde connaît? Oui, et puis Netflix, c'est une plateforme qui reflète la création internationale. C'est plus que, on va dire, une plateforme de streaming de séries américaines. Exact, c'est vraiment le. C'est de plus en plus même européen et international, ouais. Oui. Et Play Suisse suit cette tendance avec pour la première fois un outil génial qui nous permet de voir ce que font nos voisins suisses alémaniques ou suisses italiens. Et c'est assez génial parce que plus ça va aller, plus on va pouvoir avoir accès aussi aux archives. C'est super intéressant. Et moi, je suis un fan de Play Suisse. Je regarde vraiment Play Suisse. Moi aussi. Je vous recommande Sugar aussi. C'est en oui, on en a parlé. Je l'ai pas vu encore. Ouais, mais c'est vrai. Extraordinaire. C'est un grand succès, c'est vrai. Exceptionnellement, c'est très 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 bien. Sugar. C'est très drôle. Oui, apparemment, c'est très drôle. Est-ce que c'est vrai que plus on fait de séries et meilleur on devient? Parce qu'on voit qu'il y a des marchés... ça a l'air de rien, parce que les Scandinaves avaient commencé à quelques séries, ça a pris. Ils sont arrivés très vite à un niveau très élevé. On voit le monde hispanique aussi a commencé sur ce terrain-là, et tout d'un coup, ils sont arrivés vraiment avec des propositions. Là, on sent que la Suisse, ça frémit, et on est à ça de devenir, d'avoir la série mondiale qui serait vue partout, quoi. Le niveau monte.
Ah oui, le niveau est monté, c'est clair. Non, si on est sur un niveau international, on peut le dire vraiment comme ça, sans fausse modestie, parce que c'est le travail des auteurs et des réalisateurs. Enfin, il faut tout un environnement pour le faire. Il faut faire confiance, il faut avoir le temps, il faut pouvoir financer tout ça. Et si on réunit bien ces conditions, on est dans un très bon niveau. Et effectivement, je suis très confiant pour la suite et pour l'avenir. Donc oui. En Suisse, on est candidat à pouvoir faire des projets internationaux. Mais Netflix amène de l'argent, finance des séries. Est-ce qu'ils le font sur le marché suisse? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes acheté et puis vous allez être diffusé sur Netflix. Mais est-ce qu'il y a eu... Ou alors peut-être la question, c'est comment on fait pour être sur Netflix? Allez. Alors, mais c'est vrai, peut-être que tout le monde se la pose. Je vois du monde dans la chatroom, mais peut-être qu'ils sont timides, ils n'osent pas poser la question. Non, alors il y a Netflix soit diffuse, c'est un diffuseur, donc il achète les droits de production existantes, soit il participe à la production. Okay. Et donc c'est plutôt cette question, je pense, c'est comment faire pour pouvoir être coproduit oui. ou pour être produit par Netflix. Alors il y a des processus. Netflix, c'est une entreprise qui s'est calquée sur ce qui existe, donc il faut proposer des projets. Ensuite, on passait les barrières des sélections. Et puis ensuite, pouvoir écrire en scénario. Et puis ensuite, pouvoir le produire. Mais Netflix est très restrictif sur la manière aussi de travailler. Donc ils font beaucoup de tentatives et il y a peu d'élus. Donc ils lancent beaucoup de projets, il y en a peu qui vont se concrétiser. Puis quand ça rentre dans la concrétisation, la phase de production, ils mettent des grandes tutelles à ce qu'ils encouragent et ce qu'ils produisent. Donc c'est un monde un petit peu différent. Maintenant, ils ont réalisé en Europe aussi que, à la différence des États-Unis, on a un vivier qui est pas centralisé, qui dépend des pays, qui dépend de nos différentes, on va dire, fabriques de contenu, souvent financées par des fonds publics. Donc, ils rentrent dans la coproduction. Et donc maintenant, à partir de ce moment-là, ils peuvent avoir, on va dire, accès aux pépinières de talents. Et puis voilà, vous connaissez la discussion autour de la l'ex Netflix, qui fait que on s'achemine, on espère, vers une part de redistribution de redistribution exactement de la manne Netflix pour pouvoir fabriquer. Oui, mais pour leur propre intérêt. Oui, mais on vit quand même de drôles de cas de figure. Je vais parler de cette série française qui cartonne partout, sauf en France. J'ai oublié son nom d'ailleurs. C'est bien la peine de faire mon intéressant. Là où effectivement, non, mais c'est intéressant comme phénomène. Non, c'est pas ça. Non, ça n'a jamais cartonné. Ça va me revenir. Mais c'est un phénomène assez drôle puisqu'effectivement, c'est une coprod Netflix qui cartonne partout, sauf en France. Alors, si vous êtes Netflix suisse, c'est un peu plus compliqué pour l'avoir. Ça va me revenir. Mais c'est un mécanisme assez intéressant de savoir qu'effectivement, ça a vu le jour, c'est financé, c'est cofinancé, c'est coproduit. Et pourtant, ça échappe au territoire et à l'auditoire français pour que ça cartonne ailleurs. Revenons sur cette question justement des clés de tri qu'opère Netflix. On parlait des Espagnols. Comment ils s'en sortent, ceux et celles qui passent cette première sélection? Parce que c'est quand même assez étonnant. On voit de toutes sortes, au niveau qualité, au niveau thématique. Pourquoi on ne voit pas plus ou on ne voit pas de Suisse encore justement dans le giron de Netflix? Ça tient à quoi? Bon, les Espagnols ont été un peu les premiers en Europe à produire. Ça tenait aussi à la direction de Netflix Europe qui était tenue par un Espagnol. Donc ils y vont par étapes et par territoire. Ils voulaient aussi voir ce que ça donnait en termes d'abonnés parce qu'ils ne se lancent pas impunément dans un processus de production s'ils n'ont pas derrière en fait une capacité de les financer. La Suisse c'est compliqué, c'est trois même 4 langues, donc et c'est des systèmes de production très différents. Donc aujourd'hui Netflix est basé sur la partie allemande. Et donc, ça sera avant tout la partie suisse-alémanique qui pourra prétendre un jour produire pour Netflix avant la partie suisse romande. D'où l'intérêt d'être avec une boîte de prod alémanique, pour vous? Alors, non, on n'a pas fait ça dans cet esprit. C'était pas ce qu'on a cherché. On n'a pas essayé de se profiler pour faire du Netflix. On a vraiment plutôt cherché à se dire... Aujourd'hui, on a une maturité de part et d'autre pour pouvoir s'apprendre des choses et pouvoir co-développer, coproduire
ensemble des projets en plusieurs langues. Et ça tient, on en parlait aussi au doublage, ça tient à la capacité qu'on a aujourd'hui de pouvoir bien maîtriser nos contenus et leur donner une ambition extra-culturelle pour arriver à capter nos publics. Et je pense que l'étape d'après, ça sera évidemment d'avoir des expériences sur des plateformes comme Netflix, bien évidemment, mais aussi, on espère qu'il y aura peut-être aussi de la production, de l'initiation de production avec des plateformes nationales comme Play Suisse, sans qu'elles reprennent les productions régionales. Non, mais je pense que c'est hyper important que pendant très longtemps, comme il n'y avait pas vraiment de séries sur la Suisse, on ne voyait pas ce que tu as dit avant, on ne voyait pas les paysages suisses, on n'avait jamais vu des villes suisses dans des séries. Et tout d'un coup, maintenant, Wilder, c'est incroyable. Enfin, tout quartier des banques, on était à Genève, on n'a jamais vu Genève d'une manière aussi belle que celle-là. Et puis, je pense que ça, pour le téléspectateur, ça rend aussi leur vie, je sais pas. Alors, je pense que c'est aussi important parce que le cinéma suisse ne montre pas ça. Et je pense que c'est aussi une partie de l'amour du public pour la série. C'est que finalement, c'est une image de toi-même. Et elle est très positive dans les séries. Mais tous les niveaux, à tous les niveaux, on a monté la qualité. On a des très bons chefs-op. On a aussi des réalisateurs qui sont sensibles à nos paysages, qui savent les mettre en avant, qui savent créer en fait l'écrin pour les histoires. Et quand on monte quand on monte la qualité, il faut la monter partout. Et c'est ce qu'on a vécu avec ces séries, les dernières séries qu'on a produites. Ah non, mais c'est vrai. Et c'est vraiment bravo. Hein. Ouais, bravo. On n'a pas encore vu Olga, mais oui, je me réjouis. On la met sur la liste des séries à regarder, absolument. Ouais. Les nouveaux formats, l'audiovisuel pour le web, Victoria, parce qu'effectivement, vous le savez, sur certaines plateformes, il faut utiliser, et pas que les formats physiques, mais aussi la façon d'écrire, la façon de produire. Tout passe tout là, ça. Un jour, on aura marre des séries. On parlait avant, comment on les appelait avant déjà, les téléfilms. Après, on a vu des séries. Voilà. Et demain, est-ce qu'on verra des séries dans le métavers? Et est-ce qu'on sera nous-mêmes les acteurs de nos propres... Est-ce qu'on pourra être producteur de sa propre série? Oui, voilà. Donc, il faut continuer à penser à l'avenir. Très cher Vincent. C'est fatigant comme job. Ça s'arrête jamais. Non, mais ça s'arrête jamais. Mais effectivement, c'est drôle de dire ça, mais on est déjà un peu les producteurs de sa propre série avec les réseaux sociaux. C'est aussi une forme de narration, après tout. Mais oui, alors bien sûr que on est très attentifs, nous, ici, dans le groupe Point Prod Actua, à la question du métavers. C'est évidemment, l'annonce de Facebook a été un déclencheur, mais pas que. C'est absolument naturel aujourd'hui de s'intéresser à ces univers immersifs. En Suisse, on a une industrie qui se porte plutôt bien et qui inspire même les grandes places de production. On pense notamment à Artanim, avec leur travail qu'ils ont fait avec Dreamscape, où ils ont offert finalement des lieux merveilleux en totale immersion et en interaction avec l'univers. Donc, on met en casque, on est connecté dans un monde qui n'existe pas, mais on peut interagir avec d'autres personnages qui eux-mêmes sont transposés dans cet univers-là. Des expériences qui sont très très marquantes. Donc nous, ça nous a beaucoup inspiré aussi, bien avant l'aventure de l'annonce de Facebook. Donc bien sûr qu'on suit ces développements-là. Bien évidemment, pour l'instant, ce sont des univers qui sont un peu inspirés du gaming, donc on rentre dans un monde un peu, souvent un peu tarte à la crème. Enfin, disons, c'est pas forcément c'est pas encore l'aboutissement, on va dire. Demain ou après-demain, on aura des mondes qui seront inspirés du monde réel et qui nous permettront de pouvoir vivre des expériences sociales. Qui nous permettront également de pouvoir régler un certain nombre de problèmes qu'on a avec les déplacements, notamment dans l'événementiel, etc. On l'a déjà vécu depuis 2 ans, on l'a vu. Et je pense que c'est aussi un coup d'accélérateur, parce qu'on a bien vu, les gens ne pouvaient pas se déplacer, mais se sont quand même vus. Donc, là, on se voit, on s'entend, on est à côté sur l'image, mais vous êtes quelque part dans les montagnes, et moi, je suis... à Genève, dans la zone industrielle de Carouge. Voilà. C'est ça. Donc on y est déjà.
Un dernier mot peut-être sur l'interactivité. On le disait hors caméra, qui est effectivement une des premières séries télé mondialement connues, avait osé jouer la carte de l'interactivité avec les moyens de l'époque. C'est dingue. C'est Dallas, puisque c'était la première série télé qui écoutait son auditoire pour savoir qu'est-ce qui allait arriver aux méchants JR ou donc c'est les gens qui votaient la suite. Qui influençaient l'écriture des... Voilà, on a vu toutes sortes de tentatives techniques, technologiques. On parlait de Netflix où on pouvait effectivement aussi choisir la suite. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel il faut penser, il faut l'intégrer, ou est-ce qu'on sera toujours spectateur de ce type de contenu, de spectacle, pour se laisser emporter par les images, par l'idée, par le scénario? Alors, ça existe déjà dans les séries, dans le sens que lorsqu'on fait une première saison, c'est quelque chose, c'est une première saison qui est écrite, donc on la fait pas évoluer en fonction de l'audience. En revanche, quand on a une deuxième saison, on tient très attentivement, on écoute très attentivement ce que les spectateurs, ce que l'audience en a retiré, et donc ça influence les auteurs pour la suite. Donc on vit naturellement cette problématique de faire résonner l'audience avec les contenus. Maintenant, est-ce qu'un jour on va faire des séries dans lesquelles on pourra faire des choix pour donner une vie ou une mort à un personnage, de pouvoir changer l'aventure au gré des souhaits de notre audience, etc. C'est des expériences qui existent. C'est assez technique, c'est assez cher évidemment parce qu'il faut tourner beaucoup. Et puis, oui. Ça a l'air de rien, tu as toutes les versions. Mais comme dans le jeu vidéo, finalement, tout est écrit. Parce qu'on t'amène toujours où le créateur du jeu veut t'amener. Donc, même si tu as plusieurs choix, en réalité, tu n'en as pas. Oui, c'est vrai. Mais les téléspectateurs détestent être pris pour des cons. Donc, ils aiment pas quand ils ressentent qu'on les a emmenés de force vers eux et qu'on leur a fait choisir. Voilà. Donc, ils détestent ça. Donc, il faut que ça soit très bien fait, c'est très cher, c'est très compliqué à mettre en place. Je suis pas sûr qu'un jour on va faire ça nous-mêmes. En revanche, certainement qu'un jour on sera capable de pouvoir donner à vivre une expérience immersive audiovisuelle. C'est-à-dire qu'on pourra se donner rendez-vous pour voir un film qu'on aura produit. On downloadera une application, on mettra un casque VR et on ira voir avec nos amis de Singapour, de New York et de Londres, ensemble un film qu'on aura produit, en immersion, et on vivra une expérience sociale. Ça, oui. Quitte à jouer un des personnages, voilà. Jon Snow, tu ne sais rien. On rappelle la mort bizarre et la résurrection de cet acteur et de ce personnage. Maintenant, on sait qui tu veux être. Ça couche les cheveux, je crois. Merci beaucoup Vincent, en tout cas ça nous donne envie, j'espère que ça a donné envie à un maximum de gens d'aller replonger sur Play Suisse et sur toutes les autres plateformes pour redécouvrir ou découvrir la production suisse. En tout cas on va suivre ça de très très près. Merci beaucoup. Merci, Vincent. Et puis on se réjouit de voir la suite des aventures de Point Prod Actua. À très bientôt. Bye. Merci. Voilà, oui, je disais Jon Snow, c'était pour dire un chiffre. Ça pourrait être un autre. On a compris. Jon Snow, tu ne sais rien. Non, mais c'était quand même bizarre comment il est mort et puis comment il est revenu. Non, ça c'est voilà. Puis après, on parle pas de la fin, on va pas spoiler, mais en même temps, c'est une série qui a un certain âge. On va pas tout dévoiler si on dit qu'à la fin. C'est un désastre. Voilà. On peut le dire. On se retrouve demain, Trésor, pour une autre découverte. Mais on va dans NFT, blockchain. Ça me plaît, on ne sort plus de ça. Non. Excellent. 300e, il fallait qu'on parle du futur, non? C'est vrai. C'est une bonne semaine. Oui, en plus c'est demain. Allez, portez-vous bien. Rendez-vous demain 13h. Bye bye.